Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'essentiel. Les producteurs de gaz et de pétrole au Canada devront réduire du tiers leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2019. Ils ont jusqu'à 2032 pour se conformer. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, aujourd'hui. Malgré 2 ans de retard sur l'échéancier prévu, cette réglementation remplit une promesse libérale de 2021. La première ministre albertaine a, sans surprise, déclaré qu'elle allait lutter contre cette mesure. Voici ce qu'elle disait plus tôt aujourd'hui. It cannot destroy the most important industry in the country by targeting our province with this kind of unilateral action. We just won't stand for it. Alors, nous nous entretenons avec le ministre Guilbeault. Alors, Monsieur Guilbeault, bonsoir. Bonsoir. D'abord, la première question, c'est comment comptez-vous atteindre ces nouvelles cibles? Bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un système de plafonnement et d'échange d'émissions pour le secteur du pétrole et du gaz. Donc, comme le nom l'indique, il va y avoir un plafond sur le niveau de pollution pour le secteur. C'est un plafond qui va diminuer d'année en année pour permettre au Canada d'atteindre la cible de 2030 et les cibles subséquentes, celles de 2035, 2040, ainsi de suite, jusqu'à la carboneutralité en 2050. Bon. Alors, l'Alberta, vous avez certainement vu ça, déclare que le nouveau plafond va coûter à l'industrie 150 000 emplois, que c'est une réduction, non pas des gaz à effet de serre, mais carrément une réduction de la production. Alors, est-ce que vous pensez que vous allez retrouver en quelque sorte en guerre contre l'Alberta? Bien, d'abord, je tiens à préciser que ce que nous annonçons est une excellente nouvelle pour le Canada dans son ensemble, puisque cette réglementation-là va faire en sorte que les entreprises vont investir dans la réduction de leur pollution, créer des centaines de milliers d'emplois et des emplois qui vont être là pour des années et des années à venir, d'une part. D'autre part, l'idée qu'on puisse mettre, en tant que gouvernement fédéral, en place une loi ou un règlement qui s'attaquerait à l'utilisation des ressources naturelles, c'est tout simplement faux. La Constitution canadienne ne le permet pas. Alors, dans le document que nous avons préparé, nous avons travaillé pour démontrer que ce que nous proposons est techniquement faisable avec les technologies qui existent aujourd'hui, donc que les entreprises peuvent réduire leur niveau de pollution sans affecter la production actuelle. Bon. Est-ce que vous pensez que l'industrie va accepter, va adhérer à ce que vous proposez aujourd'hui, sachant qu'il pourrait y avoir un nouveau gouvernement en place dans relativement peu de temps, disons? Bien, 2 choses que je dirais là-dessus. D'abord, il y a déjà des entreprises qui sont dans le domaine du pétrole, notamment dans les sables bitumineux. Je pense à la pétrolière Suncor, à la pétrolière Strathcona, qui ont commencé à faire des investissements de milliards de dollars dans la réduction de la pollution pour le secteur du pétrole. Alors, c'est déjà en train d'arriver. Et évidemment, la réglementation n'est pas optionnelle. Les entreprises n'ont pas le choix de le faire ou de ne pas le faire, dépendamment comment elles filent cette journée-là. C'est une obligation en vertu de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Donc, elles devront réduire leur pollution. Puis c'est comme ça qu'on fonctionne dans tous les secteurs. Ce n'est pas unique au secteur du pétrole. C'est la même chose pour le secteur de l'automobile, par exemple, où par la voie de la loi, nous avons mis en place un règlement où 100% des voitures vendues au Canada devront être des voitures sans émissions en 2035. On travaille avec le secteur de l'acier, de l'aluminium, du ciment. Donc, ce n'est pas uniquement pour le secteur du pétrole et du gaz. Nous mettons en place des mesures pour l'ensemble de l'économie canadienne pour réduire notre pollution et stimuler des investissements et créer des emplois. Sinon, vous prévoyez quoi? Des amendes pour les entreprises qui ne se conforment pas? Bien, c'est en vertu de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. D'abord, si une entreprise ne rencontre pas ses obligations réglementaires, il y a un avertissement. Si l'entreprise ne le fait pas toujours, on passe à l'amende. Et ces amendes-là peuvent être très salées. Là, il y a eu des amendes de dizaines de millions de dollars qui ont été imposées à des entreprises fautives dans le passé au Canada. Mm-hmm. Les conservateurs, vous le savez, martèlent le même message, le même slogan, il faut réduire la taxe carbone. Et le message semble passer. Ils ont une avance de 22 points sur vous, sur les libéraux. Pourtant, la taxe devra augmenter en 2025. Est-ce que vous pourriez décider de changer de cap et éviter cette augmentation-là? Bien, d'abord, je ferai attention aux sondages. Moi, j'en ai vu un la semaine dernière qui nous plaçait 13 points derrière les conservateurs, d'une part. D'autre part, de faire un lien direct entre là où est l'opinion publique présentement et la tarification carbone, c'est un raccourci que moi, je ne ferai pas. Clairement, il y a des enjeux d'abordabilité présentement et on comprend que pour beaucoup de gens, c'est difficile. Mais de là à dire que tout ça est dû à la tarification du carbone, moi je ne suis pas là du tout. Et d'ailleurs, nos études nous montrent qu'il y a présentement
présentement plus de Canadiens et de Canadiennes qui parlent de la remise canadienne sur le carbone, donc ce que l'on retourne à la population canadienne, qu'il y a de gens qui parlent du fameux slogan des conservateurs de mettre fin à la tarification carbone. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui comprennent que les changements climatiques, c'est vrai, c'est réel, ça a des impacts. On pense aux feux de forêt, on pense aux vagues de chaleur, on pense aux rivières atmosphériques. Regardez ce qui vient de se passer en Espagne, par exemple, mais ici aussi en Colombie-Britannique, les tempêtes, et qu'on doit faire quelque chose. Et l'idée de se mettre la tête dans le sable puis de faire comme s'il n'y avait pas de problème puis que tout ça allait se régler tout seul, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui comprennent très bien que c'est pas réaliste et on agit de façon responsable, à la fois pour lutter contre la pollution, mais aussi pour avoir une économie robuste au 21e siècle. Alors, est-ce que la tarification carbone est un succès? Est-ce qu'elle fonctionne bien? Ah ben oui, elle fonctionne certainement. Grâce à la tarification carbone, nous allons atteindre près d'un tiers de nos réductions d'émissions en 2030. Alors, c'est un outil qui est essentiel. C'est un outil, vous savez, Scott Moe, le premier ministre de la Saskatchewan, a dit « Nous, on a regardé tous les autres méthodes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et c'est tous plus dispendieux que la tarification carbone. » Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, disait il n'y a pas si longtemps que ça, « Moi, je reçois plus d'argent que je paye de la tarification carbone. » Avant de changer d'idée, puis là, de finalement faire comme Pierre Poilievre et dire qu'elle est contre, mais il y a une vidéo d'elle qui circule comme quoi elle disait qu'elle reconnaissait publiquement qu'elle recevait plus d'argent que ce qu'elle payait. Alors, ça fonctionne à la fois d'un point de vue de lutte au changement climatique, mais aussi pour aider les gens avec l'abordabilité. Parce que ceux et celles qui disent vouloir aider les Canadiens avec les questions d'abordabilité, enlever la tarification carbone, ce serait enlever de l'argent à des personnes qui en ont besoin présentement. Monsieur Guilbeault, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous.